voit de plus en plus de gourous du prompt avec des prompts super longs. Ah, j'ai trouvé le prompt magique. C'est quoi un prompt magique? Ça n'existe pas. Honnêtement, il ne faut pas sortir des nappes au petit GPT. Moi, les enfants, ils utilisent ChatGPT, ils ont très vite compris, quoi. ChatGPT, je lui fournis toujours des prompts énormes. Donc ça, c'est un exemple de spécification du script PHP. Il faut contextualiser et il faut donner des exemples. C'est ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne le mieux. Je prends les résultats de Google News, je vais même pas visiter les pages, juste avec les snippets et les titles, je dis vas-y, prends-moi tout ça, tac, génère-moi un texte. 97% des cas, le texte généré, c'est une tuerie. Moi, j'aime bien partager ce prompt-là, qui est un prompt un petit peu différent de ce qu'on peut voir. Nous, en fait, on fait beaucoup dans l'édition de sites internet, ce qui s'appelle des mashups. On va créer des sites, pas auto-générés, mais sur base de scrap de différentes datas, différentes sources de données. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes le même prompt à un rédacteur et à une IA, il y a beaucoup de rédacteurs qui ne sont pas capables de faire ce que l'IA fait. Je vais mixer mes prompts, je vais faire des spins de prompts. Ça, c'est quelque chose que je fais pas mal, du coup. Donc, en fait, la limite, elle est là. C'est la légalité et de ne pas dire n'importe quoi sur une fiche produit, sur du Pivalone, par exemple. Oublie tout ce que je t'ai dit. Quel aurait été le prompt parfait en moins de 1000 ou 1500 caractères qui aurait permis d'arriver à ce résultat précis, exact, sans tout l'historique derrière. Salut, c'est Romain Pirotte. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai réuni très récemment 14 experts, 14 intervenants pour parler SEO et intelligence artificielle. C'est très simple, chaque semaine, nous allons te proposer un sujet bien précis. Donc si tu apprécies cette seconde édition du SEO Talk, n'hésite pas tout simplement à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux et également t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage, à très vite, ciao! Épisode 5, Prompt IA. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite créer son premier prompt pour l'IA? Alors, je vais être un petit peu redondant, mais clairement, pour moi, la première chose à faire, c'est d'écrire son besoin correctement. Si on est déjà capable de faire ça, on a presque 50% du travail de fait. Donc, une fois qu'on a identifié son besoin, qu'on sait l'exprimer, on demande ce que l'on veut en sortie, mais en étant de manière vraiment très factuelle et précise. Ça peut aller jusqu'à définir quel langage, entre guillemets, on veut avoir en sortie. Est-ce qu'on veut du HTML, etc. Est-ce qu'on veut qu'on ait des portions de JS ou de choses dans ce style-là dans le code? Et il est capable de nous le faire, quoi. Le premier conseil, c'est que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gourous du prompt avec des prompts super longs. Et en fait, le meilleur prompt, c'est commencer par un prompt qui est petit. Parce que déjà, quand tu fais un prompt super long, il va pas répondre à toutes tes requêtes, tu vois. Il faut le faire des fois en plusieurs parties. Mais c'est déjà de tester par vous-même avec les différents prompts. Après, l'IA est aussi super forte aussi. Tu peux le demander aussi quel est le meilleur prompt pour avoir ce genre de résultat. Ça, il va te le dire aussi. Vous pouvez vous inspirer en faisant des recherches Google. Mais nous, les prompts qu'on a fait, c'est tout simplement en lisant la doc qui est plutôt bien expliquée sur les bases de comment utiliser les prompts. Et après, on les a fait nous-mêmes sur le playground d'OpenAI. On a créé plusieurs structures sur différents sujets avec des plans aléatoires et on les a intégrés après pour faire sur nos SaaS. Mais voilà, après, vous pouvez éventuellement... moi, j'ai pas trop lu les PDF, etc. Il y en a plein qui lancent des PDF, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des prompts à rallonge où il y a tout un tas d'instructions. Et en fait, en voyant le prompt et la longueur du prompt, tu sais que la moitié des instructions ne vont pas passer dessus parce que l'IA n'est pas capable de tout retenir et de te fournir un texte qui contient et qui correspond à toutes ces demandes. Donc, c'est le faire par petites parties et limite tester la bonne limite. Et si vous voulez, après, je sais pas moi, rajouter du gras, rajouter des mots-clés, etc., faites-le en plusieurs temps. D'abord, vous faites votre
votre texte. Après, sur texte, vous le récupérez, vous lui dites d'ajouter les mots-clés en gras, etc. Après, s'il y a des tournures, des fois, souvent l'IA, il va souvent te remettre les mêmes tournures de texte, les mêmes mots-clés, etc. Ben, vous lui dites sur ce texte-là, enlève-moi ces mots-clés-là, etc. Vous le faites en plusieurs parties. Après, sur ce texte-là, essayez de me réduire en ajoutant des listes à puces. Voilà. L'erreur, c'est d'essayer de tout vouloir faire en un coup. Alors, on y arrive quand même de plus en plus. Enfin, on fait beaucoup moins d'allers-retours avec GPT-4 parce qu'il est plus puissant. Mais l'erreur, toujours, pour avoir un texte parfait, c'est de vouloir la perfection du premier coup. Souvent, il faut faire des allers-retours pour refaire travailler l'IA sur ce qu'il a déjà produit. Alors, la première chose que je dirais, c'est que, parce qu'on peut utiliser des prompts avec tout un tas d'outils d'IA, c'est sur ChatGPT qu'il faut se mettre pour créer son premier prompt. Parce que comme c'est conversationnel, même si on n'est pas au top pour écrire un prompt, en fait, l'outil comprend vraiment mieux ce qu'on peut faire. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment, ce que je disais en réponse à une autre question, c'est il faut vraiment parler à la machine comme si c'était un gamin qui est futé, qui sait écrire, mais qui n'a aucune connaissance. Et donc, on explique de manière didactique ce qu'on veut, littéralement, à ChatGPT, comme si c'était un enfant. Et en fait, ça marche très très bien pour faire des choses. Et puis, il faut beaucoup pratiquer, parce qu'on se rend compte très très rapidement que utiliser dans un prompt un mot plutôt qu'un autre peut tout changer, parce que pour l'IA, plus que pour un être humain, en fait, les mots ont vraiment un sens très très fort. Et donc, il y a des choses typiques, hein. Quand on fait par exemple des prompts, une très belle utilisation des prompts, c'est pour générer des images. Comment est-ce qu'on fait des bons prompts pour Midjourney, par exemple? Avec ChatGPT, en vérité. Et donc, lui dire, voilà, décris-moi une image qui représente, je sais pas, un guerrier en train de se battre contre 3 vampires, je sais pas quoi. Je lui dis n'importe quoi. Et il va me sortir un beau texte, mais en fait, ça ne fera pas un bon prompt pour Midjourney. Si je lui dis, je suis un graphiste, je suis en train de faire un prompt pour Midjourney, et je fais quelque chose qui est dans l'Heroic Fantasy. Je veux une image où il y aura un guerrier, il y aura ci, il y aura ça. La situation, c'est le guerrier combat des vampires dans la forêt. Donne-moi le prompt, il doit faire moins de 300 mots. Là, j'aurai un prompt parfait, en fait. Et donc, il faut vraiment construire son raisonnement et sa demande pas à pas, comme si on l'expliquait à quelqu'un qui est pas au taquet et qui va devoir comprendre bloc par bloc. Et il n'y a pas de magie, un seul mot, ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment une explication qui est conséquente pour faire un bon prompt. C'est mon seul conseil, en fait. Puis il faut beaucoup pratiquer. Eh ben, tout simplement, pour moi, ce serait se mettre sur le playground d'OpenAI et puis passer 3 heures à en essayer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prompt magique, mais il y a le prompt qui va correspondre à ce que vous voulez. Et ça, il faut tester, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. Il y a plein de gens, on en voit, qui vont vous sortir « Ah, j'ai trouvé le prompt magique ». Mais c'est quoi un prompt magique? Ça n'existe pas. Un prompt répond à une problématique. Donc, tu ne peux pas avoir un prompt magique qui réponde à toutes les solutions. Donc, voilà, désolé, mais il faut y travailler, il faut les passer. Moi, j'y ai passé énormément de temps. Sur le playground, un tout petit truc qui change va faire que ça va être bien meilleur. Et voilà, il faut y passer du temps. Déjà, teste plein de choses qui te passent par la tête. Il faut savoir que ChatGPT et OpenAI ne sont pas tout à fait pareils, ils répondent pas tout à fait pareil. ChatGPT, c'est conversationnel, il se souvient de quoi tu lui parlais juste avant, et pas OpenAI, par exemple. Donc, c'est un peu différent. Voilà, et il y a plein de prompts partout sur Internet, donc essaie de regarder un peu tout ce que tout le monde diffuse et fais tes tests et améliore. Trouve toujours le petit terme en plus qui va faire la différence. Alors, il y en a plein des conseils, mais peut-être que déjà, c'est de commencer à l'écrire son prompt. C'est-à-dire que quand tu sais pas, tu commences, tu lui dis écris-moi un article de tant de mots, même s'il ne respecte pas le nombre de mots que tu vas lui donner. Tu vas lui dire écris-moi un article de 4000 mots, jamais il va t'écrire un article de 4000 mots. Par contre, si tu lui dis écris-moi un article de 4000 mots, il va t'écrire un article peut-être plus long que si tu ne l'avais pas dit. Bon, bref. Donc, commence à écrire ton propre prompt, commence à le tester vraiment, améliore-le, et puis n'hésite pas à demander à ChatGPT aussi de t'aider dans la création du prompt. Donc, dans ce cas-là, tu prends des articles sur le web, tu lui colles dans la tête, tu lui dis vas-y, tu peux me générer le prompt pour OpenAI, le meilleur prompt pour. Alors, le problème, c'est qu'il va te générer un prompt lié à l'article que tu lui mets. Et après, tu lui dis non, mais je veux un prompt générique pour tout. Et tu pars de ça et tu l'améliores.
Et le but au début d'un débutant, pour générer du contenu, je parle, ça va être d'allonger son texte. Ça va être son plus gros problème, c'est d'avoir un texte structuré et allongé. C'est-à-dire, il veut à la fois du HTML, il veut des parties, il veut des listes à puces, il veut du gras sur les expressions clés, il veut pas qu'il y ait en conclusion qui apparaisse à la fin, tu vois, il veut tous ces petits trucs-là. Et en fait, tu vois, rien que là, je suis en train de donner le prompt, finalement, en parlant comme ça. C'est ça que tu vas lui dire. C'est ça que tu vas lui dire à ChatGPT. Parle-lui comme un humain. Tu vois, parle-lui, fais-moi ça, ça et ça, divise là. Voilà, j'évite d'utiliser des mots-clés qui sont importants, mais c'est vraiment pareil, je te dis, tu pars d'un texte, hein, tu prends un texte sur, je te dis une bêtise, sur L.fr, tu lui colles dans la tête, tu lui dis, tu peux me donner le style et le ton, et surtout, je voudrais un prompt pour ça. Voilà. Et puis tu peux lui dire comment je fais pour faire un texte long, tout simplement. Comment je fais pour avoir un texte long peut-être que il y a des mots-clés comme développe, j'en sais rien, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je sais, mais j'ai pas envie de donner mon prompt, en fait. Je sais que c'est une question. Je n'ai pas envie de donner ça parce que je pense que tout le monde peut le trouver. Chacun ses besoins. Moi, j'ai des prompts formatés pour moi, pour mes besoins. Mais honnêtement, il ne faut pas sortir des nappes au GPT. Je veux dire, moi, mes enfants, ils utilisent ChatGPT, ils ont très vite compris, quoi. Ma fille utilise ChatGPT, laisse tomber, quoi. Donc, c'est vraiment de tester. Tu peux vraiment, si vraiment tu es en galère, va t'inspirer des 15 000 gars qui t'expliquent la vie alors qu'ils n'ont jamais testé, mais qui te sortent des prompts de ouf. Va prendre AIRPM ou je ne sais plus quoi, là, le truc, la surcouche de Chrome pour ChatGPT, dans lequel il y a tous les gros prompts. Diminue-les, regarde un peu comment ça fonctionne. Le Agicom, si tu étais, toutes ces conneries-là, oublie les instructions précédentes, tout ça, pour moi, c'est du pipi de chat. Mais teste et regarde la génération. Et une fois que tu commences à avoir le bon truc, tac, une fois que tu as compris, c'est fini, tu développes tout, tac, tac, c'est bon. Tu vas y arriver. Okay. Pour moi, le conseil numéro 1, c'est déjà d'utiliser aucun outil que tout le monde utilise. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, si tout le monde utilise le même outil, on part tous sur la même base. Et la vraie qualité de ça, c'est d'avoir en fait la possibilité, on a tous des cerveaux, d'avoir en fait l'intelligence de créer nos propres prompts. Et donc, quand je dis dans l'intelligence de créer ses propres prompts, en fait, c'est pas très compliqué de créer un prompt. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte qu'il soit intéressant, viable et utilisable. Et donc, le conseil numéro 1, moi, ça se passerait dans le ton du prompt, dans le sens où je dirais à ChatGPT ou d'autres outils d'utiliser par exemple le je, le tu, le il. Le personnifier, c'est-à-dire je suis un blogueur qui aime le golf et j'ai tel équipement au préalable de la création de mon prompt. Ce qui nous permet en fait de dire à ChatGPT je suis une personne qui est X et donc cette personne-là te fait faire des prompts, etc. Je peux aussi être amené à lui dire attention, tu n'es pas une intelligence artificielle. Il ne faut pas que dans les contenus, on retrouve des patterns d'intelligence artificielle. Et ces petits détails-là font la différence sur un prompt de qualité. Donc, le premier, c'est ne pas utiliser d'outils communs à tous. Le deuxième, le personnifier au maximum. Et clairement, on est déjà à des années-lumière de ce qui se passe sur beaucoup de prompts. Alors, pour créer son premier prompt, je conseillerais une petite métaphore, c'est tu rencontres quelqu'un dans la rue pour la première fois, une personne qui est ultra intelligente et qui va te faire tout ton travail. Le problème, c'est que si tu lui dis « rédige-moi un texte sur l'assurance auto », le mec n'a pas assez de contexte pour pouvoir faire son travail. Donc, le but, c'est vraiment de contextualiser un maximum la demande. Pourquoi, pour qui, comment, quel format, quel ton on attend, lui donner des exemples de ce qui fonctionne, etc. Donc vraiment, c'est comme si on embauchait quelqu'un, sauf qu'il faut lui faire une petite formation avant, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment lui apporter toute cette donnée pour qu'il puisse comprendre exactement le rendu attendu. Si on lui donne trop de largesse, si on lui donne trop de liberté, en fait, il va nous pondre quelque chose qui, à 99% du temps, ne va pas nous satisfaire et il ne va pas satisfaire la personne qui pourra être amenée à lire ce texte. Donc, il faut vraiment contextualiser un maximum le prompt pour pouvoir avoir un résultat convenable, on va dire.
Alors, mon conseil pour quelqu'un qui veut créer son premier prompt pour l'intelligence artificielle, c'est d'aller sur ChatGPT Plus et de discuter avec ChatGPT 4. Et c'est ChatGPT 4 qui va te faire les meilleurs prompts pour l'intelligence artificielle. Donc, tu discutes comme tu discuterais avec un être humain qui a peu de connaissances, mais qui est extrêmement intelligent, et tu lui fournis énormément de cas d'études ou de sites que tu as vus, de structures SEO, où tu expliques tel site a créé des pages sous ce format-là. Tu peux lui envoyer du HTML aussi pour lui demander pourquoi ça a été fait comme ça. Donc, moi, ce que je fais quand je vois un site qui m'intéresse et qui m'intrigue techniquement, principalement des sites orientés SEO, c'est que j'envoie directement le HTML en disant « Je crois savoir que c'est tel plugin qui a été utilisé sur WordPress. Est-ce que tu peux m'expliquer comment paramétrer le plugin pour faire la même chose ?» Et en fait, il va me détailler comment paramétrer le plugin pour faire exactement la même chose. Et à partir de là, je fais du testing et je lui demande des mots-clés et j'itère en termes de discussion jusqu'au moment où il comprend où je veux aller. Il comprend parfaitement le type de site que je vais créer et pourquoi les concurrents les créent comme ça. Et à partir de là, je lui demande de me rédiger des prompts. Et très souvent, les prompts sont trop courts, ne sont pas assez quali, et donc il faut itérer énormément pour lui dire je pense que tu peux me rendre des prompts 3 ou 4 fois plus gros, ne sois pas feignant. Moi, je lui parle vraiment comme ça. Donc, ne sois pas feignant. Pour l'instant, ça fait 1 heure qu'on parle de SEO. Je trouve que tu n'as pas le niveau d'un expert SEO. Rajoute de l'expertise SEO sur la façon de gérer les cocons, de gérer cocon, ou on appelle ça comme on veut, mais ces silos, enfin, un peu tout ça. Je lui explique des principes. Je lui explique des principes pour sortir aussi de la niche. C'est-à-dire qu'un site canapé, c'est possible de parler de fauteuil. Donc, je lui explique qu'en fait, un canapé, c'est à la fois tous les mots-clés relatifs à canapé, mais c'est aussi des univers communs à d'autres niches de l'univers, on va dire maison-jardin. Et à partir de là, en itérant, on arrive à avoir des prompts et à lui ouvrir l'esprit pour lui dire « Ok, là, tu es un peu étriqué pour l'instant. Regarde ce qui est possible de faire. » Juste d'itérer. C'est vraiment le plus important, les prompts. Donc, il faut prendre le temps. Ça peut être une journée sur un prompt, mais prendre le temps d'avoir le truc parfait pour ensuite pouvoir scaler et puis utiliser les mêmes prompts pour énormément de sites différents. Donc, mon seul conseil, c'est que même pour les prompts GPT-3, c'est-à-dire pas ChatGPT, mais GPT-3 directement, il faut demander à ChatGPT-4 de travailler les prompts. Comment les prompts IA peuvent-ils être exploités dans le domaine de la création de contenu SEO ? Eh bien, tout simplement pour la création de contenu, les prompts, ils vont te permettre, par exemple, d'avoir un texte structuré avec des H1 et des H2 déjà. Tu peux très bien lui demander de construire ton texte formaté pour les SEO. Et puis, tu peux même aller plus loin en lui demandant effectivement de trouver des idées de tout ce qui est connexe, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ChatGPT de s'en servir pour le SEO. Mais par contre, je le répète, il n'y a pas de prompt magique applicable à tout type d'article. Alors l'avantage, c'est qu'on peut donner beaucoup de directives avant de demander la génération du texte. Donc si on a un contenu SEO qui doit, par exemple, quelqu'un utilise Vertex Guru, quelle bonne idée, et donc qui a besoin d'utiliser certains mots particuliers plus que d'autres, en fait, on peut le dire à ChatGPT, on peut lui dire tu vas m'écrire un texte sur tel sujet, je ne sais pas, sur les barbecues, mais tu as le droit de parler de charbon, mais tu n'as pas le droit de parler de poisson. Et on peut lui donner comme ça des directives, puis après on dit écris-moi le texte, et il va vraiment faire le texte comme il faut. Si on lui donne un plan
ça va aller. Si on lui demande de finir par un CTA, il va le faire. Et donc, on peut vraiment avoir un guidage comme on ferait un brief à un rédacteur SEO, en fait. Et donc, ça, c'est très, très efficace. Donc, les prompts, ils peuvent être exploités dans la création de contenu SEO et ils le font très, très bien, en fait. La machine suit particulièrement bien l'humain. La seule chose que les outils d'IA ont du mal à faire, c'est de respecter des données chiffrées, en fait. Si on lui dit « utilise 4 fois un mot », ça, il n'arrive pas à le faire. Et par exemple, il est très, très difficile d'obtenir une taille exacte de contenu quand on fait du contenu généré par IA. Si on dit à ChatGPT « écris-moi 500 mots », il écrira jamais pile 500 mots. Alors qu'un rédacteur humain, il peut s'emmerder pendant 10 minutes à trouver pile le truc qui fait 500 mots. Mais modulo ça, ça respecte extrêmement bien les directives. Pareil, si on lui dit qu'on veut du H1, du H2 de telle manière, avec tel mot dedans, il le fait sans aucune discussion. Donc ça, c'est très pratique. Tout simplement parce que quand on a en fait, c'est ce que j'appelle les templates de page. C'est-à-dire qu'il y a un e-commerce, ça va être pour une page produit, il y aura un prompt pour une page produit. Pour un blog d'information, comment faire quelque chose, ça sera un prompt pour une question. Et après, il peut avoir un prompt pour les avantages, il peut avoir un prompt pour plein de choses. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est des prompts pour des templates de page. Pour pouvoir avoir des bons contenus SEO, la création de bons contenus SEO, il faut contextualiser et il faut donner des exemples. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne le mieux. Et puis, il faut le faire éventuellement en plusieurs étapes. Quand on crée un contenu aujourd'hui, on ne demande pas à un rédacteur de le faire directement de haut en bas. Hein. On lui donne un brief avec les parties, etc. Donc, il faut demander à ChatGPT, à GPT-4 de créer ce brief et ensuite, en se basant sur ce brief, faire la rédaction avec le ton, etc. etc. Donc, il faut contextualiser, donner des exemples, donner un exemple de brief. Un exemple de brief en entrée, ça peut être très pratique pour pouvoir avoir le même brief en sortie avec des données différentes. Et puis derrière, la rédaction, en général, quand on a un bon brief, même le pire des rédacteurs peut bien rédiger. Donc, ChatGPT devrait pouvoir le faire si on a un bon brief. Alors, pour créer du contenu SEO avec des prompts, j'essaye pas forcément. Alors, j'essaye pas forcément de faire du SEO justement. Je vais lui donner du contexte, des mots-clés que j'ai trouvés dans les SERP par exemple, hein, dans le top 3. Et puis voilà quoi. Je vais pas spécialement essayer de faire du contenu SEO, je vais essayer de faire du contenu qui va aider le lecteur et qui sera bien lisible surtout. Voilà, faut essayer de penser au lecteur plutôt qu'au SEO, tout en étant bien évidemment SEO dans l'âme, hein, en mettant des mots-clés pertinents par rapport à la niche, par rapport aux mots-clés ciblés, etc. Bon, on peut faire plein de choses. On peut créer un contenu de zéro pour lui demander de nous rédiger un texte. On peut, et là on a les premières questions qui arrivent des US sur les droits d'auteur. On le voit sur du Discover où on se sert d'une première actualité ou de 2-3 actualités, notamment avec GPT-4. On peut lui donner 3-4 textes et lui dire « Fais-moi une synthèse, s'il te plaît, de ces 4 articles-là ». Si on est poli avec GPT-3 et 4, ça marche mieux, je trouve. Il faut lui demander « S'il te plaît, merci » et tout. Ça fonctionne bien. Et du coup, voilà, on a piqué 4 contenus à un journaliste qui s'est embêté à les rédiger. Et nous, on va produire un texte avec une IA sans avoir les droits d'auteur sur les 4 textes, en fait. Donc, question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de le faire? En fait, à qui appartient le texte généré? Ça, c'est une question qui n'arrive pas aujourd'hui, mais qui va arriver dans les années ou dans les mois à venir. Mais voilà, on peut lui faire reparaphraser des textes, on peut lui faire du spin, on peut lui demander de compléter différentes villes, on peut lui donner des variables et lui dire fais-moi varier tel métier par tel métier dans mon texte. Quand tu vois plombier, tu remplaces par maçon, et quand tu vois Orléans, tu me mets Paris. Voilà. Et sur un ensemble de villes. Donc là où je disais que GPT-4 est plus puissant, c'est qu'on peut lui donner de plus en plus de paramètres. Donc limite faire du spin en masse, des fois de 10 métiers, 10 villes, quoi. C'est une question qui est large, mais l'utilisation globale, simple de tout le monde, c'est de prendre un prompt et
et de le faire rédiger sur quelque chose de X ou Y. Mais on peut aller un peu plus loin que ça. Par exemple, nous, on a des sites de calcul, etc. Et on peut lui faire des rendus en tableau HTML, en CSS. On peut de base lui demander qu'on veut un rendu full HTML avec des tableaux qui soient valides W3C, etc. Donc, en fait, aller plus loin que la simple rédaction de contenu. On peut lui demander, par exemple, carrément, une utilisation de moi qui m'intéresse. On a tous eu le problème un jour, tu es chez toi, il est 20h, tu veux cuisiner quelque chose. Et moi, j'ai détourné l'IA en faisant ça. C'est-à-dire que je lui dis, dans mon frigo, j'ai du beurre, des œufs, tel ingrédient, crée-moi une recette sur mesure et détaille-la moi. Et en réalité, il te sort des recettes qui sont exclusives et totalement utilisables, soit pour des sites de cuisine, soit pour faire réellement ta recette. Et donc, c'est un des onglets que moi, j'ai détourné de l'IA, par exemple. Donc, ça peut être aller un peu plus loin que la normale, en fait, tout simplement. Mais voilà une des utilisations que moi, je fais. J'ai créé plein de recettes de cuisine à travers ce que j'avais dans mon frigo, en fait. Alors, si on parle de prompt ChatGPT 4, comme je disais, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de lui demander tous les mots-clés. Donc, tous les mots-clés en l'orientant, en disant par exemple, ce que je veux, c'est la capacité, c'est la liste des marques ou des sites qui vendent dans tel pays ce type de produit, la liste des modèles, etc. C'est-à-dire de demander l'intégralité des types de mots-clés, transactionnels ou non, à l'IA. Et à partir de là, pouvoir réfléchir avec l'IA à la structure de site avec des recommandations SEO. C'est-à-dire que la plupart des sites qui fonctionnent, et moi je conseille généralement de regarder les sites qui fonctionnent aux États-Unis puisque c'est un marché beaucoup plus concurrentiel où le SEO est tellement dur à cause des moyens et à cause de la concurrence que je m'inspire énormément des sites qui existent sur le marché américain en termes d'affiliation, donc des sites de niche qui existent là-bas sur les structures pour orienter ChatGPT et lui dire c'est ça que je veux, lui expliquer pourquoi, lui expliquer la structure du site, donc l'architecture au global, à partir du sitemap, lui expliquer le site est comme ça, les pages se font des liens sous cette façon, sur telle page, il y a du texte à tel niveau, il y a des filtres à tel endroit, etc. Et sur la rédaction, décortiquer avec lui des textes. Donc on prend des textes au hasard issus du site et on réfléchit ensemble à la structure et à comment une structure pourrait être commune sur des sites qui n'ont rien à voir. Donc comment avoir une structure commune sur un site de canapé et sur un site de sécateur. Sauf que quand je dis ça, ça paraît un peu farfelu. Alors je vais prendre l'exemple du SEO local pour que les gens voient. Si on prend un site de pizzeria, finalement, la liste des pizzas dans le menu, moi, j'ai fait comprendre à ChatGPT que c'était une liste de prestations. Et donc, la prestation d'une pizzeria, c'est de faire des pizzas margarita, etc. Mais la prestation d'un couvreur, c'est de faire, je sais pas quoi, de la toiture, etc. Donc, en fait, quand on prend le recul, c'est-à-dire que je fournis un site de pizza à ChatGPT et je réfléchis avec ChatGPT à ce que ça veut dire d'avoir un menu dans un site de pizza et comment le sortir de l'univers pizza pour avoir une thématique commune. Donc, c'est vraiment expliquer en termes de SEO pourquoi ça a été fait et sortir du cas spécifique qu'on fournit pour pouvoir prendre du recul et avoir des points communs entre tous les sites qu'on va pouvoir faire par la suite. Voilà. Alors, comment, en fait, je dirais que c'est infini, quoi. On peut absolument, on peut quasiment tout faire. Maintenant, c'est quasiment du no limit. On est capable de faire de l'image, de la vidéo. On peut transformer un contenu avec l'intelligence artificielle pour en faire des tableaux de données. On peut traiter les données. On peut faire du traitement de texte. Enfin bref, on peut vraiment enrichir nos contenus SEO avec des prompts IA bien chiadés, quoi. Comment évaluer l'efficacité des prompts IA dans la génération de texte? Comment j'évalue l'efficacité quand je fais waouh, quoi. Je regarde le truc à l'écran, mais je suis là, mais c'est une tuerie, quoi. Même encore ce matin, j'étais au téléphone avec un de mes, on va dire, collaborateurs, un de mes employés,
Putain, je lui dis, mais c'est mortel ce qu'il génère, quoi. Il génère des. Mais même sur. Je vais voir le médecin ce matin, dans la salle d'attente, je vois des trucs sur les allergies. Pendant que j'étais là, vas-y, génère-moi un article sur allergie au pollen, allergie aux graminées, allergie au cyprès, allergie aux animaux, la qualité du rendu. Alors, ça touche à la santé. Mais voilà. Mais la qualité du rendu est magnifique. Comment j'évalue, c'est quand je fais voir. Regarde, un autre truc. Okay. C'est quoi le Graal une fois que tu as compris comment générer des prompts pour les articles? Bon, ça, n'importe quel blaireau y arrive. Le prochain step, c'est quoi? Quand tu fais beaucoup de contenu et que tu veux du contenu d'actualité, par exemple. Tu veux générer des prompts qui vont te générer des trucs d'actualité. Le problème, c'est qu'il faut que tu lui donnes à bouffer de l'actualité pour qu'il puisse te la recracher. Mais, moi, je ne me suis pas pris la tête. Pour générer de l'actu, bon, j'ai automatisé évidemment, mais je vais même pas visiter les sites. Je lui donne je dis une connerie, régime des retraites, ce qui va changer en 2023. Je lui jette ça, je prends les résultats de Google News, je vais même pas visiter les pages, juste avec les snippets et les titles, je lui dis vas-y, prends-moi tout ça, tac, génère-moi un texte, et tu regarderas que dans 99% des cas, le texte généré, c'est une tuerie. Évidemment, il faut contrôler quand même qu'il n'y ait pas de merde. Il faut qu'il y ait assez de résultats pour pas qu'ils partent sur des trucs vieux de 2022 qui n'ont plus rien à voir avec le chocolat ou qui ne sont pas les bons chiffres. Mais là, par exemple, je vais te demander de me générer un contenu sur la déclaration d'impôts. Tu sais, c'est la période, là, les dates pour déclarer tes impôts. Putain, mais c'était magnifique. Aucune retouche, quoi. Rien. Propre. Impeccable. Donc voilà, c'est ces petits graals-là de gérer les news, ouais, c'est bien pour nous parce que nous, après, voilà, tout ça c'est publié, tout ça, ça nous rapporte de l'oseille avec de la pub, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une question qui est compliquée pour le coup. Parce que l'efficacité, elle se comprend dans trois choses pour moi, qui est la lisibilité du contenu, est-ce qu'il se lit ou pas par l'humain, est-ce qu'il a la vocation ou pas à être lu par l'humain, et la finalité, est-ce qu'il a un attrait intéressant pour l'humain ou pas. Et en réalité, en fonction de ce qu'on en fait, c'est pas du tout la même utilisation. Donc moi, je pense que pour juger de l'efficacité, à part le ranking, etc., mais qui se passe après, je pense que ces trois points doivent être respectés, c'est-à-dire un contenu qui a un sens, qui a une valeur, qui a une mise en forme, donc de base, qui soit lisible et donc peut être lu par l'utilisateur et par le bot, et ensuite qui ait du sens. Si on arrive à retrouver ces trois choses-là, attention, parce que même chez beaucoup de rédacteurs, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu demandes le même prompt à un rédacteur et à un IA, il y a beaucoup de rédacteurs qui ne sont pas capables de faire ce que l'IA fait. Donc, ça ne veut pas dire que l'IA, ce qu'elle fait, elle n'est pas bonne. Ça veut dire qu'on est obligé de retoucher, relire, corriger, etc. Donc, j'évalue comme ça, et puis après, l'efficacité, elle se passe dans le ranking, tout simplement. Si tu prends un domaine 1 avec 40 RD et un domaine B avec 40 RD, et que tu fais un prompt IA et une rédaction humaine, et que tu testes le positionnement de ta page par la suite, c'est comme ça que tu vas être efficace ou pas. Après, il y a des outils qui vont regarder un petit peu le pourcentage de valeur de l'IA, etc. Pour moi, c'est encore très, 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 très bullshit. Parce qu'en fait, on a des faux positifs qui sont importants. J'ai le cas sur un client dans le CBD, par exemple, qui est persuadé que le contenu qu'on a produit est de l'IA. Or, et je le sais de source sûre, le contenu n'est pas du tout de l'IA. Et donc, en fait, on a des patterns humains qui sont reproduits et tous les outils d'IA d'analyse d'IA, peuvent aussi se tromper. Et donc, je pense que efficacement, avec tout ce que j'ai donné au préalable, c'est comme ça que je regarderai un petit peu la qualité d'un contenu en IA. J'évalue pas forcément l'efficacité des prompts puisque finalement, j'utilise quasiment jamais les mêmes prompts. Donc, moi, je crée mes prompts à chaque fois que j'en ai besoin. Bon, après, évidemment, si je veux générer un site complet, un site, un PBN, etc., je vais mixer mes prompts, je vais faire des spins de prompts. Ça, c'est quelque chose que je fais pas mal, du coup. Donc, je vais rédiger un prompt qui me convient pour rédiger dans une niche. Et ce prompt-là, je vais le spinner pour que chaque contenu ait un prompt avec un mot-clé, mais que le prompt soit jamais le même, en fait.
Voilà. Moi, je pense que la diversité des prompts, c'est ça qui fait l'efficacité. Par contre, j'évalue pas spécialement l'efficacité d'un prompt en particulier, puisque je fais quasiment jamais les mêmes. Bah, en fait, c'est comme ça a toujours été, c'est la SERP qui parle, c'est le positionnement, quoi. Est-ce que vos textes que vous générez avec vos prompts, ils se positionnent bien ou pas? Quelle performance ils font dans Discover si vous les utilisez pour de l'actualité? Est-ce qu'un être humain qui le lit, il est satisfait de lire ce texte ou pas? Voilà, c'est les critères. En fait, on ne change pas grand-chose hein, qu'habituellement. Est-ce que vous, le texte, vous êtes satisfait quand vous le lisez? Est-ce que vous devez beaucoup retoucher après votre prompt ou pas, quoi? C'est un peu c'est la question du bon chasseur et du mauvais chasseur, hein, cette question, mais c'est vrai que c'est un peu comme quand on reçoit des contenus humains. Alors d'abord, moi, mon métier, c'est de fabriquer des outils SEO, donc je mesure tout un tas de métriques SEO sur le score Your Text Guru, le danger SEO de Your Text Guru. C'est le premier truc que j'utilise, bien sûr. J'utilise aussi parfois quelque chose qui s'appelle le score de Flash Kincaid, hein, qui est assez peu connu, qui donne le niveau de lecture qu'il faut avoir pour comprendre un texte. Est-ce qu'un texte est compréhensible par quelqu'un qui est en primaire, en secondaire, à la fac, etc. Donc ça, c'est des trucs que j'utilise qui sont des métriques, mais après, c'est le sentiment humain. Et puis, in fine, c'est est-ce que ça se positionne ou pas, hein. La vitesse d'indexation, c'est important, et on s'aperçoit que selon les outils d'IA qu'on utilise, la vitesse d'indexation n'est pas la même. Généralement, les textes IA s'indexent très très vite, mais il y en a, c'est 24 heures, il y en a, c'est plutôt 72 heures. C'est pas tout à fait pareil quand même. Puis bien sûr, les positionnements qu'on atteint. Il y a certains prompts qui font des textes qui vont se positionner très bien sur quelques mots-clés, et il y a des prompts qui font des textes qui vont se positionner moins bien, mais sur un nombre de mots-clés vraiment beaucoup plus grand. Et donc là, selon les stratégies qu'on a, c'est important de bien faire la différence, parce que celui qui est sur du top mots-clés, il a besoin de peu de mots-clés, mais top 2, top 3, alors que quelqu'un qui est sur de la longue traîne, en fait, avec du mot-clé top 10, s'il en a des cargaisons, c'est bon pour lui, quoi. Et donc ça, c'est une question de stratégie, mais c'est plus la manière de faire le prompt qui va changer les choses. Après, on constate en faisant les prompts, et puis on apprend. Alors, en fait, tout bêtement par la qualité de la sortie. Si je comprends bien la question, pour moi, savoir si ton prompt a été efficace, c'est si tu as obtenu ce à quoi tu t'attendais. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit l'IA ne sait pas le faire, j'ai des doutes, ou alors c'est vraiment une demande assez tordue, soit c'est toi qui as mal exprimé ton besoin et ton attendu en sortie, je pense. Moi, je veux pas que les phrases se répètent de trop, en fait, les mots, les termes. Donc, j'essaie de trouver une solution pour que ça casse ça. Et je veux pas des paragraphes de 2 lignes, en fait. Je veux quand même un vrai bloc de 4-5 lignes. Donc, en fait, dès que mon prompt, il me répond pas assez de lignes dans chaque sous-paragraphe, donc chaque H2, par exemple, ça me plaît pas, en gros. Et s'il y a des mots qui se répètent de trop, ça me plaît pas non plus. Alors ça, c'est assez simple. Il suffit de prendre un sujet qu'on maîtrise, un sujet qu'on aime bien, de prendre des textes qu'on trouve très bien construits, très bien rédigés, et on va essayer, à travers nos prompts, d'obtenir globalement le même résultat. Et donc, on fait ça avec plusieurs textes. Donc, on va tester nos prompts, on va lui demander de rédiger un texte, et puis à chaque fois, on va comparer le résultat ChatGPT versus le résultat que nous, on aime bien, qu'on a trouvé sur Internet ou qu'on a rédigé nous-mêmes. Et on va continuer à tester et à modifier le prompt jusqu'à ce qu'on trouve, allez, on va dire 95% de correspondance. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à élargir et lui donner d'autres sujets qu'on va trouver sur Internet, etc., et voir si ça correspond. Et ce travail-là, il peut durer trop longtemps, très longtemps. Mais en tout cas, on va pouvoir totalement être en adéquation avec ce qu'on veut comme résultat. Et donc voilà, le but, c'est de pouvoir comparer quelque chose, le résultat final qu'on veut, avec le prompt de ChatGPT. Donc il faut trouver une bonne source d'information et quelque chose qu'on maîtrise. De quelle manière les prompts IA peuvent-ils être utilisés pour automatiser des tâches répétitives ? Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, parce que moi j'utilise beaucoup ChatGPT par exemple, paradoxalement assez peu pour la rédaction, parce que j'ai mes propres outils issus de Your Text Guru avec SEO TXL pour faire de la rédac, mais pour beaucoup d'autres choses, je me sers de ChatGPT. On peut par exemple manipuler de la data tabulaire, donc des tableaux de chiffres, du Excel, avec ChatGPT. On peut, quand on veut écrire des petits scripts, par exemple, je sais pas, des scripts de compression d'images, etc.,
On peut dire à ChatGPT, voilà, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Grizzly, il permet de compresser du JPEG avec telle ligne de commande. Je suis sur une machine Linux, j'ai besoin de faire un script pour faire 12 000 images d'un coup, comment je fais? Il me propose le script en fait, et ça marche. Donc, et ça, c'est vraiment le truc de créer des petits scripts d'automatisation. Et puis, il y a des tâches sur lesquelles on peut semi-automatiser les choses très rapidement. Moi, je vais vous donner c'est un peu le secret pour rédiger des textes de très bonne qualité en tant qu'être humain, comment on fait. Moi, j'écris beaucoup pour plein de trucs très techniques, j'ai écrit pour Abondance, etc. Comment est-ce que je peux faire pour écrire plus vite en automatisant une partie des tâches? Je ne veux pas vraiment automatiser, mais je vais ubériser ma propre écriture. J'explique à ChatGPT comment j'écris en lui donnant quelques exemples. Je parle dans mon micro, je suis sur Mac, hein, j'utilise Word avec le speech-to-text de Mac, donc il m'écrit à l'écran ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas bien littéraire en fait ce que je dis. Et donc je donne à ChatGPT le transcript de ce que j'ai dit et je lui demande de le réécrire à ma manière dans un style plus littéraire. Et en fait, il m'écrit un texte qui est quasiment nickel dès la première passe. Et après, je n'ai plus qu'à le modifier un tout petit peu. Donc, je gagne du temps parce que finalement, l'étape besogneuse qui consiste à faire l'écriture réelle de mes idées, c'est le ChatGPT qui le fait. Moi, je ne fais que poser mes idées, mais à l'oral, et corriger la transcription. On peut utiliser l'IA, et en tout cas GPT-4, GPT-3.5, GPT-3, dans les outils RPA, donc Robotic Process Automation. Donc ça peut être du Zenoposter, ça peut être du RoboMotion, ça peut être même du Zapier, du Make. Et à partir de là, on va pouvoir créer une suite de nœuds qui va nous permettre de faire tout notre process qu'on a l'habitude de faire. Donc, on va d'abord rédiger peut-être la métadescription, le titre. À partir du titre, on va rédiger le brief. À partir du brief, on va rédiger le contenu, etc. Donc, ça, c'est une première manière, en tout cas, dans les textes. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en lui donnant des exemples, GPT est capable de catégoriser et de formater la donnée. Donc, j'en ai un exemple. J'ai un magasin de ski en ligne. Je souhaite ajouter des nouveaux produits d'affiliation via Amazon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller scraper la data Amazon et je vais la donner à GPT de façon à ce qu'il puisse me donner en sortie un formatage comme je le souhaite, par exemple en JSON. Donc, je vais lui montrer la rédaction. Je lui dis sors-moi en JSON les informations suivantes, taille du ski, matière, etc., etc. Et puis, il va sortir la donnée qu'on va pouvoir ensuite intégrer facilement avec des plugins WordPress ou directement dans notre site. Ouais. Bah, je vais en donner deux cas qui, pour moi, sont hyper cool. Alors après, évidemment, c'est une question personnelle, mais moi, par exemple, j'aime pas mettre mes enfants devant la télé H24, donc j'aime bien leur trouver des sorties, etc. Ce que je fais, c'est que je vais sur des groupes Facebook locaux de chez moi. Je tape loisirs dans Facebook, par exemple, je récupère le contenu, donc tout le contenu, et je dis à l'IA, trouve-moi en fait tout ce qui est possible de faire ce week-end via les posts qu'ont fait les personnes. Et en fait, tu pourrais carrément créer un site de loisirs, de news de loisirs avec juste ce contenu-là. Donc ça, c'est un des onglets. Deuxième onglet qu'on utilise un peu plus, si tu as des e-commerce, etc., ce qui est intéressant, c'est de lui donner toutes les réponses que tu as fait à ton support client et lui faire apprendre à répondre en fait, et de comparer tes réponses avec ses réponses. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu verras que tes questions de support sont les mêmes et il est capable très rapidement d'y répondre. Et donc, ça, c'est une des façons de faire que nous, on utilise aussi. Après, il y a plein d'utilisations possibles. Moi, j'aime bien aussi lui donner des centaines de data et lui demander de les analyser. Ce qui me permet, moi, de structurer, par exemple, je ne sais pas, tu lis un PDF de 40 pages, un livre, tu lui donnes tout le livre et tu lui dis, crée-moi simplement un résumé de 2 pages maximum qui contient toutes les informations possibles. Et donc, voilà comment je peux l'utiliser, par exemple. Alors, les prompts, en fait, moi, je les intègre souvent dans d'autres outils. Par exemple, on peut s'en servir pour faire ses propres outils, des scripts, des plugins. On a eu quelques exemples les derniers temps dans la sphère SEO. Après, on peut s'amuser à intégrer directement nos prompts dans Zeno, dans Automa et même simplement dans Google Sheets.
et refaire un petit peu ce qu'on faisait à une époque, comme un peu, au lieu d'utiliser les textes à trous, maintenant tu fais des prompts à trous, pardon, et tu injectes dedans tes valeurs, tes variables, etc. Et on peut faire tout un tas de choses et avec une petite couche d'automatisation dessus, et ça te permet vraiment de travailler en masse sur ce genre de choses, quoi. Alors, les tâches répétitives, on en a plein dans notre métier. C'est-à-dire que nous, on fait quand même du SEO, donc des tâches répétitives, je te dis une bêtise, non, je te donne un exemple. On a des URL qui génèrent peu de trafic ou qui n'ont plus de hits de Googlebot depuis des mois. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des 404? Est-ce qu'on les redirige est-ce qu'on en fait des 410? Est-ce qu'on les redirige vers des pages proches? Bon, tu vois, pour un client qui n'avait pas énormément de volume, on a décidé de rediriger tout. Mais ça, tu ne vas pas te le taper à la main, parce que si tu te le tapes à la main, tu passes 4-5 heures à trier 1500, 2000, 3000 URL, 4000 URL. C'est chiant, c'est pas intéressant. Par contre, si tu fais ton petit prompt ChatGPT, que tu rentres ça dans un Excel ou un Google Sheet ou n'importe quoi, ou que tu fais un script PHP pour gérer ça, le gain de temps, il est énorme. Et la pertinence de ce qui te sort, si c'est bien fait, est impeccable. Donc ça, voilà, c'est des tâches répétitives inintéressantes dans lesquelles l'IA ou ChatGPT ou n'importe quoi te fait gagner un temps de fou. Comme je me suis créé des templates, moi, donc je sais quel prompt je peux utiliser pour chaque tâche en fait, que je vais avoir besoin. Par exemple, un site local, j'ai des prompts exprès pour le site local. Voilà. Pour un site de questions-réponses, j'aurai des prompts exprès pour les questions-réponses. Moi, je l'ai un peu déterminé comme ça. Voilà. Ouais, aujourd'hui, moi, les prompts IA dans le cadre de mes tâches répétitives, c'est justement sur tout ce qui est brief édito, sur tout ce qui va être maillage de contenu, sur tout ce qui va être le fait d'ajouter énormément de data, tout ce qui est lecture de data, etc. Ça va vraiment, c'est des tâches répétitives et ça va vraiment me permettre d'accélérer sur ces 3 trucs-là particulièrement, mais ça peut être à peu près tout. Recherche de sujets aussi, par exemple. Aujourd'hui, pour rechercher des sujets, c'est pareil en fait. On lui donne un sitemap, on lui dit salut ChatGPT, donne-moi des idées de sujets connexes avec ce sitemap, et il va s'en donner à cœur joie. Et puis si on lui rajoute que c'est un expert en référencement et que la cannibalisation, on n'aime pas ça, en fait, il va faire attention à pas sortir de sujets qui vont potentiellement cannibaliser les autres. Donc en fait, pour tout aujourd'hui, tout ce qui est répétitif dans mon quotidien et du coup dans le quotidien de mes équipes, parce que la réalité, c'est que ces trucs-là, c'est pas vraiment moi qui les gère, mais c'est les gens qui bossent avec moi. Tout passe sur ChatGPT, quoi, parce que c'est encore une fois une manière d'accélérer considérable. Ouais, là, c'est formidable là-dessus, hein. C'est là-dessus que ça sert, hein. Par exemple, sur la description de produits, sur la rédaction de petites annonces, sur un tas de tâches qui sont sur du commentaire. Il y a tellement de choses à faire, des petites tâches, mais qui vont donner la valeur ajoutée à son site. Donc, pour moi, voilà, c'est là que tout est magique. Et tu prends un prompt et tu lui demandes, par exemple, vas-y, rédige-moi une annonce, tu m'inventes une ville de France, tu m'inventes un mètre carré de maison, il va tout inventer. Donc, sur des trucs comme ça, eh bien, là, il est très fort. Attends, je te coupe 2 secondes. J'espère que tu apprécies cette vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pense à liker, commenter, t'abonner, partager. C'est très important pour un maximum de reach et pour être mis en avant dans l'algorithme YouTube. Tu sais très bien la musique. De plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu souhaites faire partie des premiers et être notifié pour la sortie de chaque nouvelle vidéo du podcast. Tu recevras également les différentes ressources SEO Talk. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Ciao. Quelles sont les limites des prompts IA et comment y faire face? Je pense qu'il y a réellement très peu de limites en soi. La limite, ça va être celle de la machine et celle de ton imagination à toi. Parce que quand on voit qu'on est capable de produire des livres aujourd'hui en full automatisé, c'est de la folie. Alors je pense que la limite, c'est la véracité de ce qu'on produit. Parce que malheureusement, on n'est que des humains et on peut pas avoir cette capacité qu'a la machine. Et donc, des fois, on publie des choses qui sont fausses. Donc, en fait, la limite, elle est là. C'est la légalité et, par exemple, le tweet que tu me parlais, donc dans la santé, e-commerce santé, de ne pas dire n'importe quoi sur une fiche produit sur du Pivalone, par exemple.
Donc, c'est cette limite-là que je vois. Et comment y faire face? Bah, c'est ce que je disais dès le début. L'IA doit être absolument retouchée aujourd'hui. Tu peux pas publier de l'IA pure comme ça aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est de la folie. Or évidemment, test, quand tu publies des centaines de pages de contenu et que tu veux ranker vite et te faire éclater, ça oui, ok. Mais si tu veux un minimum rester sur le long terme, etc., ouais, clairement, c'est retoucher le contenu. Et la limite, bah, c'est l'éthique morale et légale, en fait, hein, tout simplement. Donc, pour moi, c'est ça. Mais il y a très, très peu de limites. Si tu veux pousser vraiment, c'est de la folie. Et moi, pour y avoir passé beaucoup, beaucoup de temps, sincèrement, c'est de la folie. En gros, la limite du prompt, c'est que déjà, tu es limité par rapport au token que tu veux rentrer, comme ordre que tu veux lui donner. Donc ça, c'est la première limite, c'est au niveau technique d'OpenAI. Et après, plus tu lui mets un prompt plus long et compliqué, moins l'IA va être capable de respecter ce prompt. Donc la limite, c'est finalement de ne pas faire un prompt trop long. Alors les limites, pour moi déjà, je pense qu'elles sont que temporaires, parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'une nouvelle sortie, qu'un nouveau modèle sort, en fait les limitations sont repoussées. Pour l'instant, on va dire les gros points faibles, si on peut dire ça comme ça, que je vois, c'est comment dire, on est bloqué en termes de longueur, de nombre de tokens que l'on peut fournir en entrée et en sortie, même si là, avec l'API de GPT-4, on peut augmenter jusqu'à 8, voire même 32 000 tokens, je crois, en entrée-sortie. Donc ça commence déjà à permettre de balancer un bon contexte pour la chose. Et puis après, sinon, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est splitter ses prompts, découper ses sujets ou enchaîner les prompts, etc. Et après, sur des sujets un peu touchy, dès qu'on touche un peu à la santé, des choses comme ça, il a tendance à tiquer un petit peu, à pas vouloir répondre. Donc, il faut essayer de contourner la problématique, reformuler, éviter des mots qui sont un petit peu trop flag par l'IA. Et on arrive parfois à lui faire sortir ce qu'on veut. La limite des prompts est liée. Le problème, c'est que quand OpenAI, par exemple, n'est pas connecté au web, donc du coup, il lui manque des infos sur l'actualité, par exemple. Et c'est là la force des outils SEO qui sont sortis, comme TextBulker, où ça permet de. Eux, ils vont scraper la SERP. Donc, ils prennent le contenu, ils refont leur tambouille avec l'IA et ils te recrachent un contenu. Donc, eux, ils sont un peu en avance là-dessus. Par rapport à l'IA OpenAI brut, quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs limites. Il y a une limite qu'on peut passer, en fait. Le problème des prompts, c'est qu'on n'y met que ce qu'on pense à y mettre. Et donc, si on n'est pas capable de bien formaliser quelque chose, de bien le spécifier, on ne sait pas faire. Alors, c'est plus quand on écrit, par exemple, on fait écrire du code à ChatGPT, c'est là où ça se voit le plus. Il y a des gens qui disent on peut programmer avec le ChatGPT sans avoir jamais programmé de sa vie. En fait, c'est pas vrai. Parce que si on ne sait pas un minimum programmer, on est incapable de dire ce qu'il faut faire pour programmer. Est-ce qu'on serait capable de dire à un être humain sans savoir programmer ce qu'il doit programmer? Si c'est un super dev, en fait, pas forcément. Et donc ça, c'est une première limite. Et cette limite, on peut la passer en utilisant de manière hiérarchique les prompts. C'est-à-dire qu'au début, on explique bien, voilà, je suis un guignol, je ne sais rien dire. J'ai besoin que tu me fasses un prompt que je devrais utiliser pour faire tel truc. Et donc, la machine fait un premier prompt. Puis, en le lisant, on comprend mieux. Et donc, comme ça, on progresse vers un truc de plus en plus fin. Et en gros, on utilise l'IA pour faire des prompts, pour faire de l'IA qui va faire des prompts, qui va faire des prompts, qui va faire des prompts, qui va faire le prompt qu'on veut pour faire ce qu'on voulait faire. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Puis après, il y a une limite qui est celle de la taille des prompts. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des prompts de taille infinie. Il y a un problème de puissance de calcul et d'argent derrière. Et donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième limite. Et là, c'est pour tout ce qui est calique, en fait. Donc, pour tout ce qui est. Alors, il y a un truc où vraiment, je veux faire passer ce message. J'espère que vous le retiendrez là-dessus. Mais c'est tout ce qui est Your Money, Your Life. Franchement, faites très, très attention avec les réponses de l'IA là-dessus. Parce que d'abord, ça peut être dangereux juridiquement. Et en plus, ça peut dire des conneries, quoi. Donc, faites. Et c'est en plus, donc, si vous faites du contenu YML, eh bien, dans ce cas-là, impérativement, vous devez réviser et sourcer absolument tout le contenu qui vous est fourni par l'IA.
Les limites des prompts peuvent être justement dans la longueur qui est tolérée. Des fois, tu as besoin de mettre beaucoup d'input. Et finalement, aujourd'hui, la limite, elle va être là. Donc, ce qu'on fait, on va découper nos prompts, c'est-à-dire qu'on va le faire en plusieurs temps. Si je te dis j'ai une limite de volume de contenu que je voudrais injecter, peut-être que je vais d'abord résumer ce contenu-là avec des prompts, tu vois. Je vais résumer, ensuite je vais injecter peut-être ces résumés pour gagner de la place. Voilà. Donc ma limite, elle est surtout dans ce qu'on appelle les tokens, dans le volume de tokens qu'on veut lui injecter. Je reprends mon exemple, si tu veux générer un article sur une actualité chaude, tu vas vouloir peut-être extraire les 10 premiers, aller les parcourir et rentrer les 10 premiers textes et lui dire vas-y, refais-moi un texte à partir de ces 10 textes-là. Bon, là, si tu commences à rentrer 10 textes, ça passe pas. Donc peut-être que c'est autrement qu'il faut penser. Peut-être qu'il faut synthétise-moi ou explique-moi ça en truc, tu prends les 10, tac, tu rebalances, et là, tu as un truc qui est beau, qui est magnifique, qui est précis. Donc la limite pour moi, elle est dans le volume d'entrée. La limite des prompts IA, c'est déjà notre limite créative et notre fainéantise. Moi, ce que je dis toujours à mon équipe, tous les jours, je leur dis arrêtez d'être fainéant. Arrêtez d'être fainéant, puisque moi, mes prompts, ils sont immenses. Mes prompts, en fait, c'est des spécifications fonctionnelles, parce que moi, avant de faire du business, j'étais chef de projet / chef de produit dans des startups, et donc je faisais des spécifications toute la journée pendant des années. Et en fait, j'ai gardé la même chose sur l'IA, et en fait, je lui fournissais des prompts qui sont immenses. Vraiment, mes prompts, ils sont méga costauds et sous forme de spécifications fonctionnelles. Donc, sans rien oublier, en faisant du si machin, alors machin, sinon dans tel autre cas, etc. Donc, des vraies spécifications pour préparer tous les cas possibles. Et à force de le faire et d'avoir un résultat pertinent au bout d'une journée de travail, je lui ai donné les prompts finaux que j'utilisais. Et je lui ai dit, trouve-moi la meilleure façon de faire mes prompts. Voilà, tu sais qu'à chaque fois, c'est ça que tu veux pour avoir le résultat final. Souvent, je lui pose la question aussi, si tu ne devais plus rien mémoriser de notre discussion, quel serait le prompt ultime que tu aurais voulu dès le départ pour faire exactement le même texte ou le même script, etc. Et en fait, ça va me donner le prompt exact. Et je lui dis, essaye de l'alimenter un peu plus encore, de le structurer comme tu aurais aimé vraiment qu'il soit structuré, et de me permettre de le structurer la prochaine fois pour savoir, par exemple, ChatGPT, il aime avoir des inputs et des outputs, il aime plein de choses, et donc en fait, il faut lui demander ce qu'il lui faut et travailler vraiment pour lui fournir ça au format qui l'intéresse le plus. Donc, mon plus gros conseil, c'est d'itérer. Et à la fin, une fois que vous avez le truc qui vous plaît, lui dire « oublie tout ce que je t'ai dit ». Quel aurait été le prompt parfait en moins de, en moins de 1000 ou 1500 caractères qui aurait permis d'arriver à ce résultat précis, exact, sans tout l'historique derrière. Justement, la limite des prompts IA, c'est d'utiliser toujours les mêmes. Pour moi, c'est une grosse bêtise d'utiliser tout le temps les mêmes prompts, puisque on va se retrouver avec des footprints, et puis la créativité sera pas au rendez-vous. Donc, on peut utiliser la même base, mais ne surtout pas copier-coller les mêmes prompts juste en changeant le mot-clé à chaque fois. Pour moi, c'est pas terrible de faire comme ça. Bon, ça peut le faire, hein, mais je préfère éviter personnellement. Peux-tu partager un exemple de prompt efficace que tu utilises fréquemment ? Un prompt que j'utilise assez régulièrement, c'est le prompt pour trouver, en tout cas celui que je change très rarement, c'est le prompt pour trouver des sujets justement qui sont peu abordés sur la toile. Donc, je lui dis, voilà, tu es expert SEO, content marketing, tu vas approfondir tel sujet, mais tu ne veux pas que ce soit un sujet qui soit déjà traité 1000 fois sur Internet. Tu veux apporter de la valeur ajoutée pour l'utilisateur, des questions des questions qui ne se seraient peut-être pas posées auparavant, etc. Donc, donne-moi des idées de sujets par rapport à l'assurance auto. Et là, il va sortir
une liste de sujets qu'en général, on se dit, ah ouais, ça peut être intéressant à traiter. J'ai rarement vu ce type d'article. Et quand on va chercher, en fait, ces articles-là, ils n'existent pas encore. Donc là, on a vraiment les chakras qui sont vachement ouverts et on va pouvoir créer des contenus nouveaux sur la toile qui vont plaire à Google, plaire à l'utilisateur et nous plaire à nous parce que ça nous rapporte éventuellement de l'argent après. Un exemple de prompt que j'ai utilisé, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien pour mes scripts PHP, parce que tous les jours, en fait, on fait des scripts PHP. Ça, c'est sur un sujet qui est intéressant, puisque c'est la méthode suisse qui est abordée en exclusivité sur TBL. C'est-à-dire que c'est ma méthode de similarité sémantique. C'est un truc assez précis que j'ai détaillé dans TBL et que je n'ai donné nulle part ailleurs, dans aucune formation, dans aucune autre vidéo. C'est une exclusivité TBL, donc on va regarder comment j'ai généré mon script et comment je fournis des prompts à ChatGPT. Donc ChatGPT, je lui fournis toujours des prompts énormes. Donc ça, c'est un exemple pour spécification du script PHP. Donc je lui donne un titre, mettre à jour les titres des articles WordPress en fonction du score de similarité. Donc, je lui dis que c'est un fichier PHP, qu'on lui fournira un ID par une méthode get et qu'en fait, ça correspond à l'ID d'un produit dans une base de données WordPress. Qu'on va utiliser une fonction PHP qui s'appelle SimilarText. Donc, en fait, dès le départ, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les logiques algorithmiques existantes en PHP qui permettent de faire des calculs de similarité. Et puis, il m'a sorti la fonction SimilarText. Donc là, je lui ai fourni ça. Et ensuite, à partir des 10 articles, on peut trouver les 10 articles les plus proches sémantiquement, quoi, grosso modo. Et si un nouveau titre est trouvé, on utilise WP Update Post. Donc, c'est une fonction pour mettre à jour directement le titre du produit. Et donc, on lui donne une entrée systématiquement, donc input, et une sortie, je ne sais plus où elle est, mais on lui donne toujours input et output. Donc, on lui indique la structure du script PHP, donc on va utiliser un ID, le format des bases de données, c'est toujours le même, et le nom d'utilisateur et le mot de passe est toujours le même. C'est dans tel dossier du serveur, donc avec ID ici, et voilà, dans résultat, ça c'est l'output. Et donc, si ça marche, on a ça. S'il y a une erreur, on nous affiche telle erreur. Et donc, on fait toujours du si. En fait, en anglais, c'est if, else, if ou else. Et donc, on lui fournit vraiment des spécifications fonctionnelles, comme on le ferait dans une société. Et ensuite, on lui explique le type de traitement, le calcul de similarité et la partie update post. Donc, encore une fois, on lui dit qu'on utilise un formulaire HTML avec tel et tel champ et on a des informations de sécurité pour sécuriser le script. Donc, c'est systématiquement, mes prompts sont sous cette forme. Si on veut, je peux en avoir un autre qui est intéressant. Hop. Et j'en ai comme ça au quotidien. Donc, on ne va pas tout regarder, mais suppression de la cannibalisation, on a une entrée, des fonctionnalités, donc on donne les colonnes du CSV, etc. Et on a des sorties, on a des infos sur les paramètres, du script PHP, et on a des informations très fonctionnelles sur si. Donc, comme je disais tout à l'heure, que du if, else if, else, si aucune donnée de cannibalisation n'est présente, etc. Donc voilà, toujours le même modèle. Ouais, moi j'aime bien quand c'est une question de dire toujours la même chose. Et la question qui marche bien, c'est toujours un peu la même chose, c'est l'intro, avoir les avantages, les inconvénients, une conclusion. Bon, c'est un pattern qui revient tout le temps, mais c'est un pattern qu'on avait déjà à l'époque, en fait. Qu'on avait déjà à l'époque en contexte humain, on va dire. Donc pour moi, c'est pas un pattern qui va se faire dégager par Google. Ce qui va se faire dégager par Google, c'est vraiment, à mon avis, les tournures de phrases, comme ça a été écrit, et s'il y a de la répétition, et si surtout, il n'y a pas de plus-value du tout dans le texte, en fait. Il n'y a pas un paragraphe qui sort du lot par rapport aux 3 premiers, 4 premiers.
Oui. Alors, un prompt efficace. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si je suis dans un site par exemple, de barbecue, je lui dis que je suis spécialisé dans le barbecue, que j'ai 40 ans, que je suis un homme, que j'ai un barbecue qui est Weber. Et donc, je vais lui dire qu'il est maintenant éditeur de site internet, qu'il faut qu'il produise un contenu pour alimenter mon site ou mes sites, et qui a une vocation à se positionner sur le moteur de recherche qui s'appelle Google. Donc ça, c'est la première chose, je le contextualise. Et puis après, je veux aussi lui donner une bio. Je m'appelle Romain, j'ai 40 ans, ce que je disais tout à l'heure, et plein d'autres détails qui vont faire qu'il va personnifier beaucoup plus le contenu. Et je vais lui dire, en fonction de ça, je veux que tu me crées une liste de 10 titres, par exemple, sur les meilleurs barbecues, par exemple, à gaz. Donc là, il va me sortir une liste de titres. Je vais lui dire, en fonction de ces 10 titres-là, choisis les trois meilleurs qui sont le plus impactants en termes de CTR possible. Il est capable aussi de le faire. Une fois qu'on a ça, je veux dire, pour chacun de ces 3 titres-là, je veux que tu me fournisses en fait un article qui soit full HTML, donc que j'ai juste à le copier-coller, donc avec aussi des balises strong, etc. Et que dans cette liste, enfin dans cette utilisation-là, je veux que tu retrouves ces mots. Donc, chose que j'ai faite au préalable, je lui ai donné les mots que je voulais, donc soit Urtext, soit d'autres sémantiques. Et surtout, je lui demande de supprimer par défaut tous les patterns IA qu'il connaît. Donc, si il me fait une première version qu'elle ne me convient pas, je vais lui donner des patterns IA qu'on connaît tous, qui vont être, par exemple, en conclusion. C'est un des patterns IA qui est connu de tout le monde. Et je ne vais pas tous les donner, mais grosso modo, celui-là est un pattern IA. Donc, en conclusion, mais encore, ou il y a plein de patterns qui sont connus de tout le monde. Et donc, tout simplement, lui faire enlever de base. Voilà un peu un prompt qui fonctionne bien de façon basique. Et ce que j'aime bien lui faire ajouter à l'intérieur, c'est des data type un petit peu tableau, etc., qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs sur les autres sites. Et ça permet d'avoir un contenu différenciant par rapport à tout le monde. Donc du coup, au niveau du prompt, moi j'aime bien partager ce prompt-là, qui est un prompt un petit peu différent de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait beaucoup dans l'édition de sites internet ce qui s'appelle des mashups. C'est-à-dire, en fait, on va créer des sites, pas auto-générés, mais sur base de scrap de différentes datas, différentes sources de données. Et on va les intégrer au sein d'un contenu pour créer un site qui va donner des informations en fonction de plusieurs datas. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous voulez faire un site basé sur des datas et en fait avoir des datas si la data est connue et ne pas avoir de data si la data n'est pas connue, parce que le gros problème de l'AI, c'est que par défaut, tu lui demandes une information, s'il ne la connaît pas, il va quand même t'écrire du contenu, il va quand même te raconter n'importe quoi. Et donc, quelque chose de basique, c'est que vous pouvez dire, je suis un robot très intelligent qui répond à des questions. Si vous me posez une question qui est ancrée dans la vérité, je vous répondrai la réponse. Si vous me posez une question qui n'a aucun sens, ou qui est une supercherie, ou qui n'a pas de réponse claire, je répondrai inconnu. On lui donne ici en exemple, en fait, des questions et des réponses, tu vois, où on met Q et R. Et en fait, donc, sur la réponse qu'on attend, et donc, du coup, on peut comme ça constituer une base de données de qualité avec des réponses qui sont formatées et avec uniquement la réponse. Voilà. Donc, si je lui dis quelle est la capitale de Paris, hop, je fais submit, il va me répondre avec le même format où je lui ai dit au-dessus, R, 2 points, la capitale de la France, de Paris et la France. Après, ici, donc, je suis avec DaVinci 3. On peut passer en dessous où je peux réduire le nombre de tokens pour avoir uniquement une réponse composée que de Paris, tu vois, par exemple. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Donc là, si je lui pose la même question, il va me répondre Paris. Pas de souci. Donc voilà, si tu lui poses quelle est la capitale de la France, il va te répondre Paris. Par contre, si tu lui poses la question quel est je sais pas moi, quel est le fruit de Paris, il va pas savoir quoi te dire, donc il va te répondre inconnu. Et là, en fait,
L'avantage de ce prompt, c'est quelque chose d'un petit peu avancé où en fait, tu lui donnes un contexte avec la réponse qui est attendue et il va pouvoir te constituer une base de données. Donc, nous, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est donne-moi, je sais pas moi, les réseaux sociaux, le nom, le prénom de toutes les stars qui existent avec tel prénom, etc. Voilà, les possibilités sont illimitées pour créer ce qui s'appelle des sites match-up. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. En gros, vous lui dites directement dans le prompt, je suis un robot intelligent, vous lui donnez le contexte de ce que vous voulez en réponse et il va vous sortir. Et si dans sa base de données, il n'est pas sûr de la réponse ou qu'il n'a pas la réponse, au lieu de vous inventer n'importe quoi, il va directement vous répondre inconnu. Donc après, vous récupérez ces datas, vous les mettez dans un CSV ou dans une base de données, vous l'importez dans votre site et puis vous pouvez générer éventuellement un site sur la base de ces datas voilà, qui sont des réponses simples, structurées. Après, voilà, si vous voulez, donc là, c'est des exemples questions-réponses. Mais si j'aurais voulu, j'aurais pu mettre directement le format JSON et il m'aurait répondu avec le format JSON. Ouais, si, j'utilise fréquemment pour créer les bios de mes auteurs. Voilà, rédige-moi la biographie d'un auteur qui serait spécialisé dans un blog automobile qui va parler de carte grise, réparation auto, carrosserie et pare-brise. Cet auteur devrait s'appeler John, il vit en France, il faut que tu donnes un maximum de détails sur sa vie, sachant qu'il a 35 ans et qu'il est marié. Voilà, typiquement. Ok. Il peut lui en donner plus ou moins, il va nous pondre une bio d'un auteur qu'on va pouvoir retoucher, mais je veux dire, d'un point de vue créatif, on aurait, c'est sensiblement un texte que j'aurais pu écrire en fait. Alors, le prompt que je vais donner, c'est pas du tout le mien. C'est un prompt d'ailleurs qui a beaucoup tourné et qui a beaucoup été partagé au côté anglophone aussi. C'est un prompt que j'ai traduit pour mon utilisation. Et en fait, le concept, c'est d'expliquer, en l'occurrence à ChatGPT, comment écrire du contenu de manière plus humain. Et en fait, on va lui expliquer le contexte en anglais de la perplexité et du burstiness. Donc, en fait, le prompt, je vous le lis, et puis après, à la limite, je pourrais peut-être un petit peu l'expliquer. Donc, je vais te donner quelques informations avant de te demander d'écrire un article. Tu as bien compris. Donc là, il dira oui, j'ai compris. Et à partir de là, tu lui dis, lorsqu'il s'agit de rédiger un contenu, 2 facteurs sont cruciaux. La perplexité et la burstiness. Donc, moi, je lui dis le mot anglais. Donc, la perplexity mesure la complexité du texte. Séparément, la burstiness compare les variations des phrases. Les humains ont tendance à écrire de manière plus éclatée, par moments en juxtaposant des phrases plus longues ou complexes à des phrases plus courtes. Les phrases de l'intelligence artificielle ont tendance à être plus uniformes. Par conséquent, lorsque vous rédigerez le contenu suivant, je vais vous demander le contenu suivant que je vais vous demander de créer, j'ai besoin qu'il y ait une bonne dose de perplexité et de burstiness. Est-ce que vous comprenez ? Et après, je lui dis par exemple de réécrire un article ou d'écrire Moi, généralement, je fonctionne en HN, c'est-à-dire que je vais rarement lui dire d'écrire un truc d'une traite, mais à partir d'un HN, par exemple, je vais dire écris-moi il y aura un sous-titre sur tel sujet, je vais dire écris-moi sur tel sujet, et en rajoutant ce prompt au préalable, au sein de votre discussion avec ChatGPT. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais généralement, vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'il n'écrit pas de la même façon. Et même si, en fait, ça ne va pas bypass les détecteurs parce qu'à la base, c'est un peu l'utilité de ce prompt-là. Il a été créé pour bypass et ça ne marche clairement pas à tous les coups. Les détecteurs de GPT-3 ou GPT 3.5 ou 4, eh ben, ça permet quand même de faire pas mal de choses intéressantes, d'avoir une écriture qui est assez originale. Donc voilà, à tester. Encore une fois, ce n'est pas de moi, mais c'est un des nombreux prompts que j'utilise de temps en temps. Bon mon frérot, la vidéo elle est terminée. Voilà, donc si tu as kiffé, normalement tu as déjà liké, tu as déjà commenté, mais si ce n'est pas le cas, mets un petit commentaire, mets un petit avis, mets une petite question. Si c'est le cas, n'hésite pas, on sera là pour te répondre, donc les intervenants et moi-même. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.